L'honneur de la guerre, c'est l'argent. Et qui contrôle les caisses, contrôle également le pouvoir. Et le pouvoir au niveau de l'Afrique centrale, c'est d'abord la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui se retrouve donc actuellement entre les mains des gangs, des trafiquants. La Banque des États de l'Afrique centrale qui nous montre désormais que le verre est dans le fruit et qu'on ne cherche pas des bandits ailleurs, mais à l'intérieur. Le concours qui devrait être la crème de la crème, puisque ce sont les agents de la BEAC qui sont le pilier pour faire marcher cette banque, qui donc devait être recrutée. Mais c'est un scandale qui est en train de se révéler à travers le monde entier, où pratiquement une institution de cette envergure vient encore nous montrer que l'Afrique est vraiment mal partie. L'Afrique a les mêmes soucis, à savoir, dès qu'on confie des responsabilités à quelqu'un, il en fait une propriété privée, un ouvrage privé, et qu'il gère comme une quincaillerie privée, ou bien sûr, il peut mettre toute sa famille. La BEAC est donc au cœur d'un scandale, puisque lancé en décembre 2021, ce concours, finalement, s'est déroulé en 2022 et plus précisément le 28 mai 2022. Ce concours qui voudrait que ce soit toute la zone, tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale qui puissent postuler, qu'on puisse avoir de bons clients ou plutôt de bons employés, malheureusement, nous a montré que tout n'est que tricherie, supercherie, parce que sur la trentaine d'admissibles pour les 6 pays, à savoir, par exemple, vous le savez déjà que le Cameroun en fait partie, vous savez que la République centrafricaine en fait partie, le Gabon, le Congo, vous savez aussi que le Tchad, bon voilà, que tous ces pays, il y a donc eu 30 admissibles. Sur les 30 admissibles, on se retrouve donc avec 13 personnes issues de la famille du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est un Tchadien. Mamad Abbas Poli, c'est un homme qui fait aujourd'hui un tollé, parce qu'il est de la famille d'Idriss Déby, le président décédé du Tchad. Et de l'autre côté, le vice-président de la BEAC s'appelle Dieudonné Evoumokou. Un homme qui apparemment peut être innocent, mais pourtant ce nom, Dieudonné Evoumokou, qui a aussi fait que son fils, Lionel Evoumokou, soit admissible dans le même concours, n'est autre que le neveu de Paul Biya, et il est donc le vice-gouverneur de la BEAC. La BEAC est donc entre les mains de 2 familles présidentielles qui nous montrent aujourd'hui que si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ils mettent les leurs. Et vous, parce que vous n'avez pas la godesse et le parapluie, quel que soit le génie de votre enfant, quels que soient les efforts qu'il peut faire à l'université, quel que soit ce qu'il peut fournir au niveau des épreuves,
il ne sera jamais admis parce que ce sont les enfants bien de là-bas qui sont placés par leurs parents, qui ont confondu nos États à leur champ de papayer. Ils ont confondu cela à leur pain manioc. Ils ont confondu cela à leur palmarès. Palmarès, voulais-je dire. Oui, le palmarès, malheureusement, de la BEAC est aujourd'hui très en déclin. Pourquoi? Parce que la BEAC souffre de toutes les maladies qu'on connaît dans nos administrations, à savoir le clanisme, le favoritisme, le tribalisme, le népotisme et toutes ces choses aujourd'hui font que la BEAC est donc très malade. Ayant découvert justement cette anomalie, eh bien, on a pu constater que les personnalités même au sein de l'institution étaient en train de revendiquer que le concours soit repris dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le gouverneur de la BEAC, à savoir le Tchadien Toli Abbas Mahamad, refuse. Il a carrément répondu le 2 août, balançant dans la rigole, dans la poubelle, les injonctions du président du conseil d'administration qui est centrafricain, Hervé Zoba. Alors que ce sont tous les ministres des Finances de tous les pays de l'Afrique centrale qui se sont réunis pour revendiquer que ce concours soit repris. Je vais vous lire sa réponse qui m'est parvenue également avant de pouvoir développer la suite. Nous savons donc ce qu'il va répondre. Voilà, je crois que nous aurons à lire, ça doit être quelque part ici, voilà, sauf si je ne l'ai plus, je crois que je l'ai quelque part là. Veuillez m'excuser, voilà. Voici donc, Monsieur le Président du comité ministériel, Bangui, République centrafricaine. Et celui qui écrit, bien évidemment, c'est Monsieur Abbas Mahamad, qui écrit donc au président du conseil d'administration. Processus de recrutement des agents d'encadrement supérieur de la BEAC. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre sans référence datée du 1er août 2022 et relative au processus de recrutement des agents d'encadrement BEAC. Dans cette lettre, vous indiquez avoir constaté que la publication des premiers résultats de ce concours fait apparaître des situations et exemples portant indubitablement et gravement préjudice à l'image de la banque. C'est cette situation qui vous obligerait, en votre double qualité de président du conseil d'administration et de président du comité ministériel, d'intervenir pour instruire, de surseoir de manière immédiate à ce processus de recrutement. Et faisant suite, je voudrais d'abord vous rassurer que le processus de recrutement en cours est conduit et organisé de bout en bout par un cabinet international de grande réputation et choisi par voie d'appel d'offres international qui bénéficie pour cela de l'appui
d'une commission ad hoc mise en place au sein de la banque. Ensuite, je voudrais regretter que vous n'avez fourni aucune illustration des situations et exemples censés porter préjudice à l'image de la banque, situation qui m'aurait permis de vous donner de plus amples explications sur des prétendus incidents qui auraient émaillé le déroulement de ce concours qui, au demeurant, n'est pas encore arrivé à son terme. Revenant aux formes de votre intervention, il me plaît de souligner le principe de solidarité, de subsidiarité, autant pour moi, et de bonne gouvernance qui régissent les interrelations entre le gouvernement, de la banque et ses organes décisionnels. Ainsi, l'article 1, alinéa 4 du statut régissant les agents d'encadrement supérieur donne compétence au gouverneur pour recruter, nommer et révoquer le personnel dont la nomination ne relève pas du conseil d'administration. Les articles 32, 33 et 34 des statuts de la BEAC définissent les missions et les prérogatives du conseil d'administration. Quant au gouvernement de la Banque centrale, ses attributions sont définies à l'article 47 des 10 statuts. À cet effet, le gouvernement de la banque, sous la conduite du gouverneur, organise les services de la Banque centrale. Article 47, alinéa 4, recrute, nomme et révoque le personnel dont la nomination ne relève pas du conseil d'administration. Au regard de ce qui précède, aucun organe ne saurait s'immiscer dans les attributions du gouvernement de la BEAC exercées en toute transparence et dans l'intérêt supérieur de l'institution, sans causer d'entorse au principe de subsidiarité et de gouvernance sus-évoqué, ainsi qu'au sacro-saint principe de l'indépendance de la Banque centrale. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, il me paraît de toute évidence que contraindre le gouverneur de la Banque centrale à convoquer des sessions extraordinaires du conseil d'administration et du comité ministériel sur une question relevant purement de la gestion opérationnelle est contraire au statut de la Banque centrale, article 47, alinéa 5, et constituerait un dangereux précédent. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Voilà donc ce que le gouverneur de la BEAC écrit. Pour lui, il n'y a pas de problème, le concours s'est très bien passé et il ne voit pas pourquoi les autres doivent venir là puisqu'il est libre, en tant que gouverneur, de gouverner, de recruter qui il veut, même s'il trouve quelqu'un dans les égouts, même si tu as un de moyenne, il te met. Si tu es également de sa famille, il te met. Nous allons donc essayer de voir, puisque ce gouverneur dit que lui, il a travaillé dans les règles de l'art, voilà quelques noms de ceux-là qu'il a pu recruter. Iman Gele Mchi, il a passé le concours. Enfin, il est admissible. Il est le beau-fils du gouverneur. Abbas Mahamad Toli, bravo. Fatime Zara Saleh Diouma, c'est l'épouse de Abbas Toli et belle-mère de Imran Gueye Mchi. Donc, son épouse a passé le concours. Boki Uno Kero, ami de toujours et de classe au Sénégal de Imran Gueye Mchi. Et nous avons Tolimi Issem.
il est le cousin du gouverneur. Voilà. Nous avons Ptolémée Hassan. Il est le frère jumeau de Ptolémée Hussein. Donc les deux jumeaux là, ils sont nés ensemble. Ils vont mourir ensemble. Ils passent les examens ensemble. Ils vont même devenir présidents ensemble. Continuons. Younous Ali Sougui. Il est le fils de la sœur de Ali Rosi Lougoum, cousin d'Abbas, cousin du gouverneur. Vous avez Goussoura Oumar Diouma, qui est... Bon. Vous avez Saleh Djiditi Toli, cousin germain d'Abbas Toli. Vous avez Marie Dida Angata, Cécile le frère d'Abbas Toli. Vous avez... Attendez. Voilà donc l'Afrique. Et il trouve que c'est normal que toute sa famille, pour 30 personnes admissibles, donc c'est les Tchadiens qui sont les plus instruits de l'Afrique centrale. Et je ne savais pas ça. Donc les Tchadiens, c'est eux seuls qui doivent passer le concours et pas les Tchadiens, et pas n'importe quel Tchadien. Rien que de sa famille. Et il ne trouve pas un inconvénient. Et de ce point, il dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Comment s'est déroulé ce concours? Justement, il évoque les règles de l'art. Et il évoque qu'il a recruté un cabinet international. Et que c'est ce cabinet qui a organisé ce concours. Mais sauf que ce cabinet, qu'il appelle Africa Search, parce que nous avons essayé de chercher ce cabinet n'est d'aucune autorité. Et ce qui est très grave, ce cabinet s'est lancé dans un amateurisme insultant pour l'Afrique. Vous vous rendez compte que les épreuves devaient démarrer dans tous les pays à la même heure, tous les pays d'Afrique centrale, et il y avait aussi un centre d'examen à Paris. Les épreuves devaient commencer à 9 h, donc on devait fermer le portail à 8 h. Mais il se retrouve que, à cause de l'amateurisme dont je parle, de ce cabinet, eh bien, à Yaoundé, non seulement les gens sont entrés après 10 h dans les salles, mais il fallait encore attendre 1h30 avant de voir les épreuves commencer à arriver. Et le pire, c'est que ces épreuves ont démarré à 13h30. Au Gabon, à Libreville, ça c'est à Yaoundé, hein? 13h30, c'était au lycée Leclerc. Maintenant, au Gabon, les épreuves ont commencé là-bas à 11h50. C'est le même examen. Hein? Pour les épreuves d'anglais, ce cabinet, qui semble-t-il pourtant porte un nom anglais, a donné des épreuves incapables de traduire ça en bon anglais. C'était ou le pidgin, ou c'était le camfranglais, en ogotok, en ogosé. Mais les étudiants ne comprenaient rien de cet anglais-là, tiré par les cheveux. Ils sont partis sur Google, ils ont cherché la traduction, et c'est arrivé, ils ont donné comme ça aux gars. Les épreuves d'anglais devaient durer 2h30. Mais comme on a bouleversé tous les programmes, les gars se sont retrouvés en train de composer en anglais, rien que pour 1h30. Et ce n'est pas tout. Le pire, c'est que le concours devait prendre fin samedi à 13h30. Vous vous rendez compte? Ce concours a finalement pris fin dimanche à 2h du matin. Un concours, hein? À 2h du matin. Et le pire, c'est que par exemple, à Yaoundé, coupure d'électricité.
les candidats allument leur téléphone, utilisent les torches de leur téléphone pour finir les épreuves. Et ils ont composé jusqu'à 2 heures du matin avec le téléphone, qui pourtant est interdit en salle d'examen. Mais là, à partir de cet instant, le directeur général du contrôle, qui est d'ailleurs aussi de la BEAC, a fait un rapport en date du 30 et qui a été reçu par le gouverneur pour que les épreuves soient reprises, pour que le concours soit repris. Parce que ça ne s'est pas fait dans les conditions de l'art. Aujourd'hui, le même gouverneur nous dit que, rappelez-moi, ce qui n'a pas marché, moi, je sais que ça s'est passé dans de très très bonnes conditions et que je suis, voilà, c'est magnifique, c'est fantastique et tout ça. Ce qui se passe également, c'est que en fait, ce gouverneur est en train de narguer en même temps le Cameroun. Parce qu'il faut savoir que Paul Biya lui-même est aussi parti imposer de la même façon Dieudonné et Voumokou, qui est le fils à sa sœur. Le fils à sa sœur qui s'appelle Bernadette. Vous voyez donc, c'est chez Paul Biya qu'il vivait. C'est Paul Biya qui l'a élevé. Le gars est né avec une cuillère dans la bouche et c'est lui qui contrôle l'argent du Cameroun. On n'entend jamais parler de lui. Vous vous rendez compte? Ce monsieur a été nommé directeur de la CAA, c'est-à-dire la Caisse autonome d'amortissement. Et non seulement il a pillé cette caisse, mais en 2013 déjà, un scandale avait éclaté. À savoir que dans son domicile, les bandits sont partis et ils ont pris 3 cantines d'argent frais, liquide, appartenant à ce monsieur. Vous connaissez combien c'était? Plus d'1 milliard de francs CFA, gardés par le neveu de Biya. Biya l'a reconnu, hein? Biya l'a reconnu. Dieudonné et Voumokou. C'est comme ça. Et vous, la sorcellerie. Et vous, ce gars a volé. Mais c'est pas possible. Et puis il y a pas avec lui. Il le met encore à la banque. Et il garde encore une main sur tel ou tel ceci et cela. C'est lui le banquier de la famille. Et c'est lui qui a organisé plusieurs pillages. On est en train de parler du Tchad, qui est régulier à ça. Le Tchad fait comme un Biya. Parce que ce qui se passe là, c'est que c'est lui qui est actuellement. Parce que aujourd'hui, Paul Biya a tout fait pour que la BEAC, après ce Tchadien, tombe entre les mains de Dieudonné et Voumokou. C'est déjà fait. Hein? Et le Tchadien, lui, il veut d'abord placer aussi sa famille, parce que quand Voumokou, lui aussi, déjà il a commencé à placer, vous avez entendu que son fils, Lionel et Voumokou, lui aussi, alors que Mokou veut dire que tu échoues. Mokou, c'est comme ça en langue pour le nom. Et vous, sorcellerie, Mokou, échoué. Mais ils réussissent toujours, et ils sont toujours comme des sœurs. Aujourd'hui, c'est lui qui va donc prendre maintenant la bourse. Et le pire, c'est que le Tchad tient le Cameroun par des bourses. Pourquoi? Parce que le Cameroun doit beaucoup d'argent à la BEAC. Le Cameroun, l'État du Cameroun, avec Dieudonné et Voumokou, ont pillé la BEAC. Puisque, selon une enquête qui a été diligentée justement par la BEAC, on a découvert que l'État du Cameroun avait omis de déclarer ou de déposer à la BEAC ou bien de donner à la BEAC la somme de 1 milliard 400 millions de francs CFA. Vous vous rendez compte?
Vous croyez que c'est ça? 1 milliard? Ah non, ce n'est pas 1 milliard. Ce n'est pas 1 milliard. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 1300 milliards. Et comment? C'était à travers la SCB, la Société Camerounaise de Banque. Quand vous entendez parler de la SCB, je vous avais déjà parlé de cette banque qui avait toujours financé le régime Biya et qui était dirigée à l'époque par Messi Messi. Messi Messi a fui en déclarant bien sûr que la famille Biya avait pillé cette banque en y décaissant 7 milliards. Cette fois-ci, la SCB, ils sont partis créer autre chose pour que la SCB devienne une filiale d'une banque marocaine. Et maintenant, la SCB, c'est elle qui prend l'argent qui vient du pétrole, la SNH, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc la banque des Biya. C'est la banque du palais. Et ça, le Tchadien qui est gouverneur a découvert comment est-ce que le régime Biya, la famille Biya, utilisait la SCB pour piller. Et là, la BEAC aujourd'hui doit demander à l'État du Cameroun de non seulement rembourser, mais surtout des amendes de l'ordre de 300 milliards, selon les articles. Mais le Cameroun est en train de négocier. Aujourd'hui obligé de presque s'agenouiller pour dire que bon, est-ce qu'on peut seulement payer les amendes de 1 ou 2 milliards? Mais où est passé cet argent? Voilà donc comment est-ce que le Cameroun est dirigé comme une chefferie, tout comme le Tchad est dirigé comme une chefferie. Aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui disent « Wow, les Tchadiens ont pris tous les postes, le problème... » Mais le gars, il est venu parce qu'il sait que c'est sa famille qui l'a placé là. Vous vous rendez compte? Ce gars est né en 72. Mais il est dans le gouvernement de Déby, d'Idriss Déby. Parce que Idriss Déby, c'est son oncle. Il est dans le gouvernement depuis 2003. Il est entré au gouvernement au Tchad en 2003. Imaginez donc, quel est son cursus? Il a fait les études où? Personne ne sait, on vous dit qu'au Canada et tout et tout. On cherche que le gars a étudié où au Canada, on ne sait pas. Après, on vous dit qu'il a fait l'école normale. Et c'est quoi? Et il devient le pilier de la BEAC. Je dis bien le pilier de la BEAC. C'est un analphabète ou quoi, quelqu'un qui vient comme ça. Mais qu'on a pris. Parce que Idriss Déby a transformé le Tchad en république bananière. Quand vous regardez, ce monsieur, c'est lui qui devait être président de la République après Idriss Déby. Enfin, c'est son oncle qui lui avait promis ça. Parce que son oncle, Daoussa, Idriss Déby. Toute la famille d'Idriss Déby occupe les postes juteux. Vous allez donc voir comment est-ce que le Tchad fonctionne aussi comme le Cameroun. Parce que Inda, la femme d'Idriss Déby, elle fait exactement comme Chantal Biya. Elle place tout le monde autour d'elle. En 2016 déjà, quand Idriss Déby était déjà à son 6e mandat et qu'il voulait changer la constitution, bien évidemment, moi aussi comme Biya, pour des mandats illimités. Mais qu'est-ce qu'Inda a fait? Inda était déjà officiellement, non seulement elle était officiellement, comme vous voyez à peu près Chantal Biya dirigeait la République du Cameroun, c'est comme ça que Inda dirigeait aussi le Tchad en tant que secrétaire particulière de monsieur son époux. Elle a imposé
Déby de nommer deux de ses frères ministres dans le même gouvernement. Bim, ministre ici. Bim, ministre là. Même famille. Elle a encore poussé pour dire que maintenant, au niveau de certaines grandes structures, nommer aussi toute ma famille. On a donc pu se retrouver avec un gouvernement complètement familial, puisque Idriss Déby lui-même, ses propres enfants, il les a aussi nommés. La preuve aujourd'hui, c'est que celui qui est président de la République, Mahamat Idriss Déby, mais à cette époque, il était directeur de la sécurité au palais présidentiel. Et Idriss Déby avait aussi nommé l'autre qui était Zakaria. Zakaria Itno Déby. Il avait nommé comme directeur du cabinet civil. Puis il a pris l'autre, ça comment on l'appelait, Ouabria, bombardé aussi au niveau du protocole, à la direction du protocole. Le quatrième enfant, il a encore bombardé. Il a encore pris l'autre. Le Tchad a donc été dirigé uniquement par la famille Déby, point. Et une même ethnie. On se retrouve donc avec, par exemple, son frère, son propre frère, était ministre dans le même gouvernement. Dans sa Déby là, Idno Déby. Il était ministre. Son petit frère, lui aussi, il était ministre. Je crois, Saleh Idno Déby. Il était aussi ministre. Mais sauf qu'en ce temps, lui, il dirigeait aussi une société là qui était pour les routes. Voilà. Pour les routes, on l'a nommé là-bas. Et au lieu de reverser ceci, les redevances au niveau des caisses de l'État, il s'en fichait. Il a dit que je ne fais rien, je ne verse pas. 130 milliards détournés. C'est comme ça qu'il a été débarqué du gouvernement. On voyait qu'il partait en prison. Hein. Rien. L'autre occupe à la fois le fils de Déby. Hein. Il est celui qui contrôle l'aéroport. Celui qui est aussi dans les renseignements militaires. Mais l'autre occupe toute la famille Déby a pris un pays en otage. Donc quand vous voyez le gouverneur aujourd'hui, mais c'est parce qu'il vient de cette famille. Et il prend la BEAC comme son outil. Puisque déjà lui-même, il a été ministre des Finances dans le gouvernement Déby. Je vous dis bien que, imaginez, le gars, il est né en 72. Et que lui, il était déjà dans le gouvernement en 2000 fois. Donc, ce qui arrive, effectivement aussi, devrait interpeller. Parce que le Tchad, aujourd'hui, on ne peut pas critiquer ce qui se passe seulement au Tchad sans regarder ce qui se passe chez nous. Regardez au palais présidentiel. Comment Chantal Biya a lui installé aussi qui Ngongo. Après avoir installé Ngongo, vous avez Paul Biya qui a installé qui Mbondayo. Voilà son fils du village. Et après, vous allez voir que le vice, celui qui est aussi, même le vice-secrétaire général à la présidence de la République, toujours Baboké, le frère de Chantal Biya. Vous avez le ministre Bilbompat, Milik Babam Choga, c'est l'oncle de Chantal Biya. Vous avez le ministère des Finances, c'est lui Paul Motazé, c'est le neveu de Paul Biya. Vous avez toutes les affaires au Cameroun qui tournent avec les enfants de Chantal Biya, qui d'ailleurs ont fait que le stade olympique ne soit pas achevé, le stade qui devait porter le nom de Paul Biya.
les deux fils de Chantal, qui ne sont même pas des billards, mais ces deux fils se sont enrichis d'une façon incroyable. Ils ont gagné des marchés pour la CAN. Mais est-ce qu'ils ont donc livré ces marchés? Ils ne les ont pas livrés. Regardez comment les concours sont organisés au Cameroun. Brenda suit l'école en Suisse. On part avec elle aux États-Unis. Dernière de sa classe. Elle quitte de là-bas. Elle dit, moi, avant déjà les mèches chauds. Pas de elle dit, non, viens ici, tu vas entrer les dames, tu vas entrer. Brenda Biya vient avec l'autre qui veut être disque jockey, junior. Après, on dit que pour organiser le concours, on aime qui? Chantal choisit Angoula. Toujours de sa famille, comme directeur de l'ENA. Le jour du concours, on se rend compte que c'est le directeur de l'ENAM qui conduit même Junior dans la salle. Il arrive en retard. Et après, on va nous dire que Junior a eu une moyenne de 14 sur 20, Brenda a eu 17 sur 20. Et dans tout ça, leur neveu devient premier. Il était premier. Premier au concours de l'ENAM. Sauf que, mal leur en a pris. Lui, il était là mort. Donc, il n'avait même pas composé. Donc, le Cameroun a réussi l'exploit à faire passer un mort, à faire composer un mort. Et le mort est devenu major. Le concours se tenait dans les épreuves écrites, pendant que le gars, lui, était dans leur temps. Mais le régime Biya réussit à valider ce concours-là. Et c'est le même régime aujourd'hui qui critique le théâtre, qui critique Mamad Abbas Tori, en disant que non, ce n'est pas dans des conditions de l'art, parce qu'ils s'attendent que, dès que l'autre la part, et que le neveu de Biya arrive, il va seulement pomper toute leur famille. Pomper. On a vu. Qui a vu Junior ou Brenda Biya aller à l'école? Ils ne sont jamais allés à l'école, à l'ENAM. On est venu leur donner les diplômes à la maison. Et quand on va à l'ENAM, d'ailleurs, on doit faire une formation militaire de 40 jours. Vous avez vu Junior aller faire une formation militaire au Brenda. On fait ces photos ici, dans les hôtels, dans les grands hôtels. On la voyait en train de fumer dans les boîtes de nuit, pendant que les autres allaient à l'école. Mais demain ou après-demain, vous allez entendre que c'est eux qui sont nommés préfets, qui sont nommés ceci et cela, et tout et tout. C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas, et particulièrement l'Afrique francophone. On ne connaît pas la méritocratie, rien que la tricherie, la gabégie, l'idiotie. Comment peut-on diriger un pays lorsqu'on ne prend que des médiocres, lorsqu'on ne prend que ceux qui ont le même sang que vous? Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Quand Evon arrivé à la BEAC, elle se portait bien. Tout comme c'est-à-dire, quand il est arrivé là-bas, on disait que la BEAC avait fait des bénéfices seulement en 2017 de 1300 milliards. Mais quelques temps après, vous avez entendu que la BEAC manquait de devises. Ça fait un tollé. Mais comment est-ce qu'une banque comme la BEAC peut manquer de devises? Ils ont beau dire ceci et cela, mais c'est parce que on ne peut pas confier le grenier d'arachide à une souris, dit un proverbe africain. C'est aussi ça que beaucoup aujourd'hui parlent de ce qu'on parle, de ce qu'on dit, la souveraineté monétaire. Dites-moi, réellement,
Est-ce que vous voyez que nos dirigeants d'Afrique centrale là, peuvent avoir une monnaie? À eux. C'est impossible. C'est impossible. C'est tout simple. Il faut tout simplement regarder que si jamais ils disent qu'ils veulent même une monnaie souveraine, ils vont placer l'imprimerie où? Après, ils vont mettre l'imprimerie. Eux-mêmes encore vont venir avec la photocopie de cette imprimerie. On sort 5 milliards ici. Allez, et bombarder sur la fausse imprimerie 300 milliards. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et on va se retrouver avec de la fausse monnaie un peu partout. Donc, on ne peut pas avoir la souveraineté monétaire. On ne peut pas. Parce qu'on est malhonnête. Pas nous. Pas vous. Ah, certainement nous ou vous. Parce qu'on ne sait jamais. Mais on ne peut pas être malhonnête et vouloir développer un pays ou accuser simplement la France. Vous allez quand même me dire, oui, la France a fait beaucoup de dégâts en Afrique. Mais est-ce que c'est la France qui a nommé ces gars-ci? C'est les Français. Hein? C'est un Français qui a dit que mettez toute la famille d'Abbas Touli, Mahamat, à la BEAC. C'est la France qui a choisi l'office de Voumokou. C'est la France qui a nommé Voumokou. C'est la France qui organise les concours de l'ENAM, les concours de Polytech, les concours de l'ENIA. Il faut assumer parfois nos incapacités, l'incapacité de nos dirigeants. C'est ça qui nuit, surtout à l'Afrique. Tous ces détournements qu'ils font là, ils auraient pu réaliser de très grandes choses. Il y a bien des pays, même européens, qui n'ont pas de souveraineté monétaire. Vous oubliez ça? La France elle-même n'a pas de souveraineté monétaire. Si quelqu'un vous le dit, il ment. Mais la France utilise quoi? C'est l'euro. La France avait une monnaie qu'on appelait le franc. Le franc français, il n'existe plus. L'Allemagne n'a pas de souveraineté monétaire. L'Allemagne avait le Deutsche Mark. Le Deutsche Mark. Mais est-ce que le Deutsche existe encore? Mais eux tous, ils sont venus à l'euro. La Belgique n'a pas sa monnaie. Tous ces pays européens n'ont pas leur propre monnaie. Mais ils se sont agrippés à l'euro. Et ça, les panafricains ne comprennent pas ça. Ce n'est pas parce qu'on aura une monnaie, ou bien parce qu'on aura aller faire les machins que l'autre couillon de service, là, il dit, oh, la crypto-monnaie, oh, c'est... Non! Nos dirigeants sont tout simplement malveillants. Nos dirigeants sont tout simplement incompétents. Quel que soit ce qu'on peut leur donner, ils sont incapables de diriger. Quel que soit ce qu'on leur donne, ils préfèrent prendre des nuls et précipiter le pays. Aujourd'hui donc, la réalité là, c'est que Mahamat Idriss Déby a dit à son gouverneur que quel que soit ce qu'on va te dire là-bas, ce n'est pas Paul Biya qui me gère. Et Mahamat Déby, c'est pourquoi est-ce qu'il a cette position aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il a le gros soutien de Paris. Paul Biya, lui, il est content, il dit qu'il est le meilleur élève de la France. Mais la France accorde plus d'importance aussi au Tchad, dans la mesure où, bien évidemment, son armée et tout ça, ça permet de contrôler. Et que, aujourd'hui, quand on essaie de voir ce qui va se passer au niveau du golfe de Guinée, la France peut intervenir partout en Afrique en se basant sur le Tchad. Ça entre en jeu. Et la BEAC, la France regarde aussi. La France a l'œil sur ça. Donc le gouvernement camerounais est en train de dire là, par exemple, le directeur du contrôle ou bien Yaoundé a demandé qu'on annule le concours. Mais ils disent que tous les autres veulent. Mais aujourd'hui, Paul Biya lui-même, il est coincé. Non seulement Idriss Déby le tient, mais au-delà de ça, c'est son neveu qui est vice-gouverneur. Ils font ça ensemble. Quand un pays est dirigé ainsi, on ne peut donc pas prétendre que ce sont des
oh, il est sage. Vraiment, quand il a répondu à Macron. Mais ceux qui applaudissent là, vous ne pouvez pas réfléchir. Vous supportez Paul Biya. Mais regardez ceux qui sont autour de lui, c'est vous. Ce sont les gens de son village. Ce sont ses neveux. Ce sont ses nièces. Ce sont ses frères. Ce sont ses cousins qui tiennent le pays et la bourse. Comme je vous ai dit, on parle de tout, mais on ne prononce jamais le nom de Dieudonné et Vumoko. Quand on parle même de l'endettement du Cameroun, qui est d'abord en tête, c'est Dieudonné et Vumoko, plus Louis-Paul Motazé. Et ils sont qui? Les fils de Paul Biya. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir récupérer la BEAC entre les mains des Tchadiens. Et là, ce sera la guerre. Mais pour l'instant, moi je dis tout simplement, c'est dommage pour nos pays. Et c'est dommage également parce que finalement, ceux qui prétendent, chaque fois qu'ils veulent soutenir un dictateur, ils préfèrent dire que non, c'est un panafricaniste. Oh, vraiment, il a parlé fort, il a fait ceci, il a fait cela. Non, non, on n'a pas ça. Les panafricanistes, quand on les voit au Cameroun, ils savent critiquer ce qui se passe ailleurs. Ils sont partout. Dès qu'il y a un problème au Mali, au Mali, en actualité, oh, je vais faire le défrichage, je vais dire ceci, oh, le Mali, dès que c'est en Côte d'Ivoire, oh, voilà, oh, toi et demain, Ouattara, c'est un folie, c'est un con, c'est un dictateur, oh, oui, on dit, ah, Paul Biya. Non, 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 hey, Paul Biya, vraiment, il est sage, il a voté Macron. Hein? Voilà les panafricanistes camerounais. Ils soutiennent tout ce qui est faux et ils soutiennent Paul Biya. Je voudrais dire, le panafricanisme, ça ne veut pas dire que tout ce qui est contre l'Occident, c'est ceux-là qui sont sages. Non. Nous devons bien sûr savoir que l'Occident nous a pillés. L'Occident sait très bien que l'Afrique est riche. Mais à qui la faute? C'est à nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui ont ouvert ces portes. Et ce sont nos dirigeants qui offrent les matières premières. Ce sont nos dirigeants qui ont signé les accords militaires. Beaucoup étaient là en train de dire que, wow, Paul Biya, vraiment, il n'est plus avec la France. Finalement, les accords militaires ont été renouvelés. Vous ne le savez même pas. Les accords militaires avec la France ont été renouvelés par derrière. Et on ne sait même plus jusqu'à quand. Comment vous voulez donc dire que Paul Biya peut aujourd'hui dire qu'il est neutre, il va un temps en Russie, il va un temps vers l'autre côté, et après vous dites qu'il est panafricaniste. Il n'est pas panafricaniste. J'ai dit, il fait partie des élites des panafricains. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Camerounais soit bien vu par rapport à ce qui se passe en Afrique. Oui, aujourd'hui, la France est en train de connaître une humiliation en Afrique. Regardez ce qui s'est passé au Mali. On a chassé l'ambassadeur Meyer, l'ambassadeur français, en janvier, comme un enfant, comme un va-nu-pied. Après, le Mali a demandé, partez, on ne veut même plus. Qui de l'Afrique centrale peut parler fort à la France? C'est comme ça que le Mali a été dicté aux autorités françaises de dégager avec l'armée. Et aujourd'hui, cette armée est en train de se replier. Et elle se replie où? Au Niger. Et c'est pour cela que, en ce moment, il y a des mouvements où, partout en Afrique, il y a un sentiment anti-français
Pourquoi? Parce que l'histoire coloniale de la France et aussi l'histoire du soutien constant de la France envers les dirigeants fait de telle sorte que la France aujourd'hui soit mal vue, que la France perde ses parts de marché et que la France perde sa crédibilité, son honorabilité, tout ce qui valait la respectabilité de la France des temps lointains. Aujourd'hui, la France, quand on voit comment est-ce qu'elle est en train d'arriver au Niger, c'est une honte, une aberration. Dire qu'on est obligé de vouloir distribuer des petits biscuits pour que l'armée française puisse installer. Et là, on parle maintenant d'une manifestation qui va se tenir au Niger. Le Niger, nous dit-on, c'est le pays le plus pauvre du monde. Mais qu'est-ce que la France va chercher là-bas? La France va installer son armée, ses bases, puisque maintenant, le contingent est en train de partir du Mali complètement, avec des camions et tout, toute l'artillerie. Ils sont en train d'aller au Niger. Mais les Nigériens, la société civile, s'est aussi regroupée. La société civile, ça fonctionne en Afrique de l'Ouest. Chez nous, en Afrique centrale, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la société civile qui est en train de barrer la route à la France, à travers le mouvement M62. Et d'ailleurs, il y aura des manifestations qui sont prévues à partir du 17 août dans toutes les régions du Niger, parce que aujourd'hui, ils se disent que, mais attendez, vous avez utilisé la force Serval, Barkhane pendant 9 ans, au niveau du Mali, ça n'a pas marché, et aujourd'hui, vous venez chez nous. Lors de la conférence de presse entre Emmanuel Macron et le président du Niger, Mohamed Bazoum, eh bien, il a été clair. Il a regardé Emmanuel Macron dans les yeux. Il n'a pas fait comme Paul Biya, qui fait là, je n'ai pas entendu la question. Il y a trop de bruit. Je n'ai pas entendu la question. Et les gens prennent ça comme un stratège. Que parce que tu n'entends pas la question. Mais il est incapable de parler comme le président du Niger, même s'il accueille aujourd'hui la France. Il a donné des conditions. Nous, quand on prend la France, on donne la gestion de tel champ, on donne la gestion de telle société, il n'y a pas de contrepartie. La France, avec les anciens dirigeants, avait beaucoup exploité l'uranium au Niger, qui représente par exemple 15% d'électricité ici en France. Donc l'électricité que j'ai là vient du Niger. Mais pendant ce temps, les Nigériens dorment dans l'obscurité. Donc vous connaissez par exemple l'histoire d'Areva, qui est aujourd'hui devenu Orano, et qui a 2 sites au Niger, à savoir un site en plein air et un autre site souterrain. Et d'ailleurs, il y a un autre site qui sera bientôt là, c'est-à-dire que le 3e, et qui est un peu bloqué. Le Niger, maintenant, à partir du président Bazoum, a demandé à la France, pour son installation, qu'il y ait des engagements, et surtout, pas seulement militaires, mais sur le plan du développement. On ne peut pas aller signer les accords avec les puissances coloniales pour les accords militaires. Et vous applaudissez. Qu'est-ce que ça nous donne? Que Paul Biya signe les accords militaires, le Cameroun ira en guerre contre qui? Contre le Tchad? Contre la Libye? Contre la France? Contre la Chine? On signe les accords militaires. Au lieu de signer les accords économiques. Comme de le faire, comme est en train de le faire le Niger. La France, on peut bien tordre la main à une puissance. Lorsqu'on a des matières premières, la France a soif, a faim des matières premières. Le Cameroun est un paradis des matières premières. Comment vous voulez comprendre que nous ayons de l'or, de la bauxite, que nous ayons du diamant, que nous ayons de l'uranium? Mais on vous fait comprendre tout simplement que Paul Biya va se mettre en cachette et signer un truc. On ne sait même pas ce que ça rapporte au peuple camerounais. Comment voulez-vous nous dire qu'aujourd'hui le pétrole du Cameroun, les hydrocarbures, vous ne savez pas ce que ça rapporte à l'État du Cameroun? À partir de là, vous allez dire, qu'est-ce que Biya aura laissé à sa postérité? Rien, puisque on se retrouve tout simplement avec une colossale enveloppe
comme crédit. Et tout ça, il a mis ses enfants pour gérer ça, pour détourner ça, pour voler ça. Ils sont deux chefs bandits. Lui, Paul Moutazi, et Djoloné, et Voumokou. Voilà les gens qui pillent le Cameroun. Et voilà les gens qui, non seulement cognent vos têtes, mais vous font danser pour du pain sardine. Voilà des gens qui vous affament. Voilà des gens qui affament vos enfants. Voilà des gens qui ont détourné votre avenir. Voilà des gens qui vous ont soumis à la mendicité. Voilà des gens qui ont mis de l'huile de sardine dans vos têtes. Et voilà des gens que vous continuez à applaudir, qui n'ont jamais rien apporté à ce pays-là. Voilà des gens qui, même comme vous êtes là, en ce moment, combien ont-ils l'électricité chez eux? Voilà des gens qui ne peuvent pas vous donner de l'eau à boire. Oui, et ce soir, pendant que je serai en train de manger une bonne entrée, un bon plat de résistance, oh là là, les bourrelets commencent même déjà à sortir. Après, j'arrose du bon vin, un bon dessert. Beaucoup seront là, juste en train de chercher une tasse de beignet haricots bouillis.